Civilisation d'une sophistication impensable à l'âge de bronze, elle a dominé la vallée de l'Indus pendant plus de 1000 ans. Étonnante population dotée d'inventions encore utilisées de nos jours, comme les égouts et même la piscine, elle est aujourd'hui enfouie sous les sables d'un désert aride. Salut à toi, je m'appelle Wan, et c'est en ma compagnie que tu vas apprendre à connaître les Arapéens. Il y a plus de 5000 ans, durant l'âge de bronze, alors que les Égyptiens érigeaient leurs pyramides et que les Sumériens labouraient les terres du croissant fertile, une civilisation urbaine encore plus étendue voyait le jour au nord-ouest de l'Inde. Entièrement engloutie en 2018, elle fut un incroyable laboratoire technologique et social. Avant de continuer, tu te demandes peut-être ce qu'est l'âge de bronze. Pour faire simple, c'est une période de l'histoire caractérisée par l'utilisation massive du bronze. Ouais, les historiens se cassaient pas trop la tête, et elle s'étend sur une période de 2000 ans, c'est-à-dire de moins 3000 à moins 1000. C'est autour de l'Indus, un imposant fleuve de l'Inde s'écoulant sur plus de 3000 km depuis les glaciers de l'Himalaya jusqu'à la mer d'Arabie, que les Arapéens vont élire domicile vers 3200 avant Jésus-Christ pour atteindre leur apogée entre 2500 et 1900 avant Jésus-Christ. Après son déclin et finalement sa disparition, la civilisation arapéenne fut oubliée jusqu'en 1826. Cette année-là, un déserteur de l'armée britannique découvre, à proximité du village d'Arapa au Pendjab, les ruines d'une immense ville en briques cuites noyée par les sables. Sur le moment, personne ne doutait encore de l'importance de cette trouvaille. C'est quelques dizaines d'années plus tard, en 1853, qu'un gentleman, Sir Alexander Cunningham, futur fondateur du service archéologique de l'Inde, visite brièvement les décombres en quête de vestiges bouddhistes. Évidemment, il ignorait tout du site et de ses origines. 3 ans passèrent, les frères Brunton, 2 ingénieurs, avaient démarré la construction d'une voie de chemin de fer liant Karachi et Lahore. Cependant, il finit par leur manquer des matériaux, et plus particulièrement des pierres pour leur ballast. Déçus par le sol sablonneux du désert, ils se rabattent sur un stock de providence, les ruines d'Arapa. Alerté par le pillage, Cunningham retourne sur le site pour mener une série de fouilles. Plusieurs découvertes sont faites, dont des sceaux marqués de différentes inscriptions. Certains de ces objets finiront d'ailleurs au British Museum de Londres. En 1921, John Marshall, le successeur de Cunningham, fait acheter les terrains et lance une série d'excavations. C'est grâce à lui que la civilisation de l'Indus a pu être mise au jour. Au même moment, dans la région du Sindh, l'archéologue Rakal Das Banerjee entreprend de fouiller un monticule de terre à Mohenjo-Daro, autrement dit le Mont des Morts, se trouvant à 600 km en aval sur l'Indus. Coup de chance ou intuition hors du commun, il déterre les ruines d'une grande cité en briques cuites ainsi que des sceaux semblables à ceux d'Arapa. C'est une culture inédite qui venait d'émerger. De plus, ces deux sites n'étaient en quelque sorte que la face cachée de l'iceberg. En effet, la civilisation arapéenne comptait à peu près 1 million d'individus, répartis sur plus d'un millier de sites, dont la majorité des villages gravitaient autour des grandes villes. Considérés jusqu'à maintenant comme les plus importants, c'est-à-dire plusieurs centaines d'hectares et 40 000 habitants à L2, Mohenjo-Daro et Harappa sont susceptibles d'être détrônés par Rakhigarhi, situé sur l'ancienne rivière Saraswati. Une dernière chose, les fouilles de Mohenjo-Daro ont démontré que le territoire était extrêmement instable, et que la ville a donc été surélevée pour échapper aux crues du fleuve. Non peu fière de couvrir une superficie de plus d'1 million de mètres carrés, la civilisation arapéenne est reconnue pour son avance technologique sur son époque. Les Arapéens comptaient dans leur rang des urbanistes hors pair. Prenons pour exemple Mohenjo-Daro, également appelée la Manhattan de l'âge de bronze, rien que ça. Cette solide métropole avait été quadrillée à l'avance, coupée en deux par un boulevard de 10 mètres de large, traversée de nord en sud par une douzaine d'artères et d'est en ouest par des rues pavées. Celle-ci était à l'image de nos rues commerçantes contemporaines, échoppes, bijoutiers, potiers, etc. Mohenjo-Daro avait tout d'une cité modèle, un peu comme Alexandrie, à la seule différence que cette dernière fut bâtie 25 siècles plus tard. La surprise ne s'arrête pas là. Ces experts en génie civil étaient aussi des virtuoses de l'hygiène moderne. Équipées de puits, de salles de bain et de toilettes, les maisons étaient reliées par des canaux individuels à un système d'égout central en argile, muni de fosses qui parcouraient l'ensemble de la ville, faisant de ce système le plus perfectionné de toute l'Antiquité. Et s'il n'y avait que ça? Pour couronner le tout, on a retrouvé une piscine longue de 14 mètres, entourée d'une grande véranda sur piliers, comportant des cabines pour se changer, ainsi qu'un système de chauffage de l'eau similaire, à peu de choses près, à celui utilisé dans les thermes romains. Enfin, non loin de là, un entrepôt muni d'une plateforme de chargement permettait le stockage des denrées. Et oui, en plus d'être de formidables architectes, les Arapéens étaient également de grands commerçants. Ils cultivaient le blé et l'orge tout en élevant moutons, chèvres et bœufs. C'est alors que les sceaux, dont on parlait un peu plus tôt, entrent en jeu. Ils servaient à identifier les marchandises. On écrivait, suppose-t-on, le nom de la personne sur le haut du sceau, puis en dessous était représenté l'animal. Ça ne s'arrête pas là, ils mirent au point un système de poids et mesures standardisés grâce à des cubes de pierre taillés et polis.
fluviale et maritime, leur commerce s'étendait jusqu'en basse Mésopotamie, comme en attestent des avant-postes ainsi que de nombreux objets caractéristiques retrouvés dans les villes sumériennes. Les différentes excavations nous ont aussi renseigné sur la mode des femmes grâce à des figurines déterrées sur les sites. Elles portaient nombreux colliers et bracelets et se baladaient seins nus, néanmoins habillées de jupes courtes, de coiffures élaborées et même de rouge à lèvres dont on a débusqué certains échantillons. Preuve historique que la femme peut s'habiller comme elle le souhaite sans pour autant être dérangée par un quelconque mal en chaleur. Messieurs, à bon entendeur. Mais dans les cités de l'Indus, pas une trace de palais ou de temple, ni même d'armée. Ne possédant que quelques armes défensives, il semblerait que cette civilisation ait connu la plus longue période de paix de notre histoire. Pourtant, la ville de Mohenjo-Daro, qui abritait plusieurs milliers de personnes, aurait décliné à partir de 1700 avant Jésus-Christ. Alors qu'a-t-il bien pu arriver pour qu'à la fin de l'âge de bronze, toutes ces cités harapéennes ne soient plus que ruines? Plusieurs hypothèses à cela. Une première, qui va te sembler un peu extraordinaire, serait la théorie d'une guerre atomique préhistorique. Certains pseudo-historiens de l'époque donnaient pour preuve la découverte d'un taux de radioactivité 50 fois supérieur à la moyenne sur des squelettes de Mohenjo-Daro, ainsi que des traces de glaise et de sable vitrifié. Mais tu te doutes bien qu'elle a vite été démentie, notamment par Jonathan Mark Kinoyer, un archéologue américain expert en civilisation de l'Indus attestant « Il n'y a aucune preuve de la présence de squelettes radioactifs à Mohenjo-Daro ». Voilà, donc même si cette hypothèse peut faire rêver tout fan de science-fiction, elle est bel et bien faussée. Néanmoins, on a tout de même retrouvé des squelettes éparpillés, laissés sans sépulture et dans des positions défensives. Ce qui nous amène à la seconde théorie, celle du massacre. Beaucoup d'archéologues ont cru à une invasion d'Ariens venus du plateau iranien. Cependant, cette idée a été fermement remise en cause dans les années 70 grâce aux méthodes d'analyse. En effet, aucune trace de blessures mortelles ou de coups violents n'a été retrouvée sur les squelettes déterrés. Si ce n'est ni une invasion ni la guerre, qu'est-ce qui a bien pu mener cette civilisation à sa perte? Eh bien, la seule hypothèse restante est celle d'origine naturelle. Laisse-moi t'expliquer. Au printemps, grâce à la fonte des neiges de l'Himalaya, l'Indus débordait dans les plaines, fertilisant les champs grâce à un dépôt d'alluvions. Mais la ville de Mohenjo-Daro, autrefois au bord de l'eau, se trouve aujourd'hui à plusieurs kilomètres de son lit. Poussé par l'activité des hautes montagnes, le cours de l'Indus et de ses affluents a donc été dévié vers l'est, causant la disparition de la rivière Saraswati, dont les eaux sont venues gonfler les crues de l'Indus, jusqu'à inonder Mohenjo-Daro et augmenter la salinisation des champs. Voilà de quoi déstabiliser l'agriculture et le commerce des grandes villes, sans parler des petites qui se retrouvent soudain ensevelies sous les eaux, comme ce fut le cas pour les sites bordant le Saraswati. Ce phénomène a poussé les habitants à développer de nouvelles stratégies ou à tout simplement migrer vers des régions plus favorables et à s'intégrer aux populations locales. La civilisation de l'Indus n'a donc pas mystérieusement disparu, elle a simplement connu un changement très lent et progressif ayant donné naissance à de nouvelles cultures. Notons malgré tout que la région est restée habitée jusqu'en 1300 avant Jésus-Christ et que même avec un début de déclin en moins 1700, on a retrouvé un nouveau type de four datant de la même époque. Déclin peut donc rimer avec progrès scientifique. Une partie des Harapéens ayant migré vers d'autres contrées, il est normal de voir chez eux un changement dans différents domaines. Chez certains, il est dû à leur mélange avec des cultures étrangères, chez d'autres uniquement par évolution. Effectivement, certains Harapéens se seraient simplement réinstallés ailleurs tout en s'adaptant au terrain. Dans le nord de la vallée du Gange et dans le Gujarat, il y eut en réalité une augmentation du nombre de villages et on note l'apparition de nouvelles techniques comme l'utilisation du cheval, de l'âne ou encore du chameau pour le transport ainsi que de nouvelles idéologies. La population s'est également habituée aux régions humides en se lançant dans les cultures du riz, du millet et du sorgho. Toutes ces évolutions se seraient accompagnées d'un changement social, politique et religieux. Les réfugiés climatiques ayant rejoint d'autres villes, une crise aurait éclaté, entraînant l'émergence de nouvelles gouvernances ainsi que l'établissement d'un nouvel ordre social. Auparavant soudées, les régions de la vallée de l'Indus et du Gujarat se divisent en trois cultures distinctes. Cette période que je viens de te décrire serait le chaînon manquant reliant la civilisation de la vallée de l'Indus aux nouvelles sociétés de l'âge du fer indien. À ce jour, seuls 10% des sites harapéens ont été fouillés. Il est donc fort probable que les découvertes ne cessent de se multiplier dans les années à venir. Voilà, c'est ainsi que cette vidéo sur les Harapéens se termine. C'est également la première vidéo dans le nouveau format. Comme tu as pu le remarquer, il y avait de la facecam et la vidéo était plus longue. Donc bon, il faut le temps que je m'y habitue. La caméra, le nouveau micro, que je retravaille mes textes de manière un peu plus approfondie, etc. Donc ça va prendre du temps, mais je vais vraiment essayer de faire ça du mieux que je peux à chaque fois. Et dans tous les cas, j'espère que toi, ça te plaira. Donc si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à partager et surtout à commenter, à me donner ton avis, donc qu'il soit positif ou négatif, tant que c'est constructif. Et donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc d'ici là, à la prochaine. Et puis voilà, ciao!